On entend un choix par défaut finalement, hein, de cette économie de la rue, et pas forcément, c'est pas un choix volontaire, c'est pas un choix décidé. J'ai entendu aussi l'économie de la dette, hein, une dette monétaire, tu dis une dette qui n'est pas forcément d'ailleurs une dette réelle, une dette aussi morale, mais en tout cas une vraie économie de la dette. Au-delà de l'économie de la rue, il y a aussi cette dette qu'on a qui est perpétuelle. Une économie également de l'injustice, une injustice projetée contre l'État, contre les pouvoirs publics, contre les autres, contre les autres personnes dans le circuit de distribution. Et puis alors, c'est également cette nécessité, j'ai envie de dire, d'intégrer dans les dispositifs d'accompagnement de façon transversale entre le social, l'éducatif, le sportif, etc., que si on n'arrive pas à avoir cette intégration vraiment transversale, on est sur du sectionnement encore et sur des situations d'échecs répétés. Et puis une question aussi, c'est une question qui est autour du développement de compétences, parce que alors tu fais référence à des compétences propres qui identifient chaque strate, j'ai envie de dire, du circuit de distribution, et qui sont valorisées. Et en même temps, je me dis, c'est aussi une économie qui est quand même très dure, où chacun garde sa place férocement, et où tu n'as pas forcément envie non plus que celui qui est en dessous de toi vienne te prendre ta place. Donc est-ce qu'il y a réellement un transfert de compétences, ou est-ce que le cas que tu as illustré là, il est relativement unique, et il est basé uniquement finalement sur des gens qui ont des compétences propres très importantes, et qui du coup peuvent, grâce aussi à un accompagnement, une structure familiale que tu as rappelé qui est relativement solide, peuvent progresser, s'en sortir, faire autre chose, et que finalement le reste, on est cloîtré dans son niveau de la strate, et que la progression finalement n'existe pas beaucoup. Je vais commencer par répondre à ta dernière question sur les compétences propres. Et effectivement, c'est tout à fait ça. Le jeune qui avait des compétences et qui a pu monter rapidement dans l'économie de la rue a essayé de donner en fait son business à d'autres jeunes, et ça n'a pas fonctionné parce qu'ils n'avaient pas ces compétences. Et lui, il a pu s'en sortir du fait de son capital, en fait, du fait d'avoir quand même une famille derrière lui, d'avoir pu rester accroché à l'école, et d'avoir pu mener ses études. Donc je dirais vraiment que ceux qui peuvent s'en sortir dans ce business comme dans la vie, c'est ceux qui ont des compétences. Aussi, comment dire, les solidarités familiales, elles font souvent défaut. C'est des familles qui sont souvent brisées par la pauvreté, beaucoup de familles homoparentales, etc. J'ai fini un peu sur un truc un peu provoque, mais j'ai pas peut-être assez insisté pour dire que le trafic dans les cités repose sur des solidarités de quartier. Même si les familles sont un peu déstructurées, il y a quand même des solidarités de quartier. Il y a des phénomènes de reconnaissance dans le quartier, dans le lieu où on habite. Et l'économie de la rue se sert de ça. Elle se sert du terreau, en fait, du quartier populaire, des petites solidarités, des rendez-vous, comment dire, des services qu'on se rend entre voisins, de la débrouille. Donc l'économie de la rue, elle va complètement utiliser tous ces réseaux de solidarité, ces à côté du travail, ces liens de sociabilité pour en faire pour le business et pour l'économie de la rue. Mais c'est un système qui brise les solidarités, parce que rapidement, quelqu'un qui se trouve dans le business doit non seulement maintenir son business par rapport au gang d'à côté ou à la cité d'à côté, mais en plus, il doit se méfier de ses propres copains. Quand il y en a un qui se fait arrêter par la police, on craint toujours qu'il ne parle. Et s'il y a des arrestations, on craint d'avoir été balancé. Donc tout le monde devient méfiant des uns et des autres. Et puis il a été dit beaucoup par les professionnels que le trafic se fait de plus en plus par des jeunes. Celui que j'ai interviewé me disait aussi que le trafic aujourd'hui, c'est des jeunes, ça peut être des jeunes de 12 à 13 ans. Et à 12-13 ans, en fait, ils sont plus violents que les adolescents plus âgés. Et donc, il y a des phénomènes de répression, de lynchage, de jeunes qui sont enfermés dans des caves et qui sont tabassés, ou bien de violences gratuites par des jeunes qui sont encore dans le monde de l'enfance et qui n'ont pas d'empathie, pas de la conscience de l'autre. Vous avez des questions? Oui.
Juste une question méthodologique. Comment est-ce que c'est juste une question sur la méthodologie. Comment est-ce que vous êtes arrivé à pouvoir leur parler, à rentrer en contact avec eux et à pouvoir faire ce travail Oui, en fait, il y a tout un volet de travail dans sa recherche-action avec des professionnels, donc de la prévention, des clubs de prévention ou des associations de quartier. Mais c'était très difficile d'entrer en contact avec ces jeunes-là parce que les professionnels aussi sont dans des positions très difficiles à savoir des choses qu'ils ne devraient pas savoir sur le trafic, etc. Et donc il y a certains jeunes qui m'ont été présentés. Donc j'ai fait des entretiens aussi avec des mères de familles, de jeunes délinquants, avec la femme d'un braqueur et par une association de quartier. Et puis après, pour d'autres jeunes, j'ai eu de la chance. Je suis tombée par hasard sur des jeunes qui avaient quitté l'économie de la rue, donc qui racontent plus facilement. Sinon, c'est un travail, c'était quand même une étude d'1 an, ce qui est assez long pour une recherche-action. Et donc, c'est vraiment du travail de longue haleine et de beaucoup de temps passé en bas des cités. Une remarque, parce qu'en fait, en t'écoutant parler, ça m'a fait réfléchir à quelque chose, c'est que on a évidemment cette tentation au bas de l'échelle, et on a cette tentation de la drogue ou de l'argent de la drogue tout en haut de la pyramide. Il y a 2 ans, je crois, le patron de l'ONUDC, qui est donc l'organe des Nations Unies de lutte contre la drogue et le crime, a dit que l'argent de la drogue a aidé à sauver les banques après la crise. Alors, c'est une affirmation, on n'en sait rien, mais l'affirmation veut dire quand même quelque chose, c'est que cet argent de la drogue, on l'a vu récemment avec une affaire qui touche une très grande banque, la HSBC, je crois que c'est une banque britannique, qui a été pointée du doigt notamment au Mexique, parce qu'il y a eu des sommes gigantesques appartenant au cartel mexicain qui ont été blanchies par cette banque, et c'est évidemment pas la seule. Donc c'est vrai que cette tentation à aller au bas de l'échelle, et elle a tendance, alors c'est évidemment pas le cas de ce que tu disais ou de ce que tu disais également, mais on a tendance à stigmatiser pas mal aussi les jeunes qui sont dans la drogue, etc., en oubliant qu'il y a aussi un gros problème énorme. C'est quand même cette question du blanchiment par des institutions très importantes d'argent de la drogue, parce qu'avant on parlait des banques un peu louches, dans des paradis fiscaux, etc. Sauf qu'on sait que, des grosses banques comme la HSBC en ont blanchi, et que la plupart des banques aujourd'hui, des grandes banques, ont des antennes dans les paradis fiscaux, et donc blanchissent de l'argent. Et la deuxième chose, c'est qu'on a effectivement aujourd'hui plusieurs cas. On va prendre un autre exemple, l'Afghanistan par exemple. On a aujourd'hui une vision très morale de la situation en Afghanistan, c'est qu'on intervient pour lutter contre des méchants talibans qui font du trafic de drogue. En fait, la situation est extrêmement différente, parce qu'on a les talibans, quand ils sont arrivés au pouvoir, certes, c'était un régime extrêmement dur, mais en même temps, quand ils sont arrivés, la production d'héroïne a chuté d'une manière incroyable en Afghanistan, et est tombée à quelques centaines de tonnes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les Américains et les Occidentaux ont fait alliance avec des seigneurs de guerre qui étaient des trafiquants de drogue pour pouvoir chasser les talibans du pouvoir. Et aujourd'hui, l'un des gros problèmes de l'Afghanistan, c'est aussi ça, c'est qu'en fait on est dans un système où on pointe du doigt un camp qui évidemment n'est pas un camp fréquentable, mais ceux avec qui on travaille aujourd'hui sont pour une bonne partie impliqués dans le trafic d'héroïne et d'opium. Donc ça pose question, évidemment, c'est un jugement... ça ne va pas changer la face du monde, ce que je dis, mais je pense que c'est important de le savoir, parce que très souvent on est dans un discours moralisateur à l'égard des jeunes, alors qu'en fait le problème est beaucoup plus vaste que ça, c'est un problème géopolitique et économique. Merci. Moi j'ai une question pour finalement Malika et vous Christophe, général, c'est quelle est la part de... Est-ce qu'il y a d'abord une redistribution finalement de l'argent généré par le trafic de drogue à niveau local, que ce soit dans les cités de revente, et dans ce cas-là, comment ça se traduit? Est-ce que c'est de la redistribution aux familles? Est-ce que c'est, je sais pas, on parle des fois de, voilà, on paye des vacances, etc. Est-ce que pareil, dans les pays africains, il y a cette redistribution? Et puis une deuxième question, c'est finalement, peut-on parler de narco-État, oui ou non? Et si oui, qu'est-ce qu'un narco-État finalement? Parce qu'on en parle beaucoup aussi dans la presse, on le lit beaucoup, ça fait les titres des journaux, que ce soit en Amérique latine ou en Afrique. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a une définition? Est-ce que finalement le fait que, presque, quand je vous ai compris, un conteneur de cocaïne finalement, ça représente une somme qui est supérieure finalement au budget national de petits États africains ou pas loin. Enfin, c'est ce que vous nous expliquez. Est-ce que du coup, ça veut dire que de toute façon, enfin, voilà, ces États-là sont obligés de devenir finalement des plateformes de transit?
et par-delà peut-être des narcos-États. Sur la redistribution de l'argent, oui, on entend parler de cas de business, de petits commerces qui sont ouverts grâce à l'argent du trafic, mais comme tu l'as dit, les gains ne sont pas, même si les gains sont importants, le bénéfice, souvent les jeunes ne voient pas les bénéfices. Donc garder de l'argent, l'emmagasiner pour acheter un commerce, c'est encore une fois une histoire de compétences. Et visiblement, peu de jeunes arrivent à avoir une débouchée dans le commerce légal. Et puis, on parle aussi de maisons au Maroc achetées avec l'argent du cannabis. Je ne sais pas qui ça concerne vraiment. Il y a un jeune qui me disait que lui, en fait, il est rentré dans le commerce du cannabis parce que sa mère n'avait pas les moyens de lui offrir une paire de baskets. Et quand il a eu de l'argent par le trafic, il s'est acheté 3 fois la même paire de baskets. Donc il y a aussi le fait de gagner de l'argent de manière illégale qui fait que ça brûle les doigts et qu'on ne sait pas trop ce qu'on gagne entre l'argent qu'on a investi dans une 25 grammes de cannabis. Quand ça revient en petits morceaux et par petites coupures, on sait pas trop, on n'arrive pas trop à redépenser cet argent. Juste un point avant d'aborder les pays, les narcocommandes, t'appelles ça bref. Non, une anecdote, c'était à Sevran, il me semble, quand c'est Gatignon qui avait... donc il y avait tout un foin médiatique et une journaliste de l'AFP m'appelle. Bon, j'avais rien à lui dire, mais du coup, ça permet de discuter et d'avoir des infos. Elle venait de discuter en fait avec un directeur d'un Auchan ou un Carrefour ou du coin qui lui voyait son chiffre d'affaires baisser. Donc l'argent effectivement issu du trafic de drogue, il sert à bouffer quoi. Donc c'est pas encore de l'enrichissement énorme, mais c'est une forme de redistribution même dans les commerces locaux. Alors le directeur de cette grande surface voulait bien évidemment pas parler à cette journaliste de l'AFP, parce que ça se trouve 30% de son business en cash est fait avec effectivement l'argent de la drogue quoi. Alors il y avait 2 questions, en fait il y avait une sur la redistribution et une... Alors la redistribution, pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest, il y a 2 niveaux. Il y a la redistribution de l'argent des grosses organisations qui peut être versée à des ministres, à des administrateurs, à des directeurs de douane. Donc là c'est une première question et ça c'est un premier niveau. Il faut savoir que quand... on va prendre l'exemple du Sénégal par exemple, mais on pourrait prendre aussi celui du Cameroun ou de la Côte d'Ivoire. Quand on est dans des sociétés qui sont des sociétés pauvres, où celui qui parvient à un niveau de pouvoir doit obligatoirement redistribuer. Pourquoi ? Parce que, comme toute personne dans ces pays-là, on a souvent à charge beaucoup plus de gens que c'est le cas, bien entendu, dans une famille moyenne en France métropolitaine. Donc il y a cette nécessité de redistribution, et qui ne va pas se faire seulement avec l'argent de la drogue. Par exemple, moi quand j'étais correspondant au Sénégal pendant plusieurs années, et j'avais rencontré plusieurs ministres, dont un avec qui j'avais sympathisé, qui avant était expert comptable, et puis il est devenu ministre. Et en fait, il a fini par rester ministre comme c'est presque une addiction, c'est-à-dire, ou presque, j'ai exagéré, mais c'est qu'il fallait, à travers son poste de ministre, il pouvait avoir accès à un certain nombre de prébendes. Alors lui, c'était sans doute pas la drogue, mais d'autres, ça peut être la drogue ou d'autres commerces illicites. Et donc, comme il faut redistribuer, qu'il y a tellement... quand vous allez à la présidence au Sénégal, par exemple, et que vous allez comme journaliste pour interviewer le président, vous êtes dans une salle d'attente et il y a plein de gens qui attendent. Alors, il y a des ministres, mais il y a aussi des petites gens. Parce que les gens, ils viennent voir le conseiller, etc., pour essayer d'obtenir quelque chose, parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale, parce que pour se soigner, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, c'est la croix et la bannière. Toutes les personnes qui ont de la famille
au Maghreb ou en Afrique connaissent ce problème-là. Souvent, quand on a encore des parents au village ou dans une ville, c'est le casse-tête, c'est mais mon père, mon cousin, mon frère va tomber malade, s'il a une opération, comment on va faire pour financer l'opération? C'est une question réelle et de survie. Et donc un ministre au Sénégal ou ailleurs, il est confronté à ça, forcément. Des gens de son village, de son environnement, la famille élargie. Et donc la redistribution, elle peut se faire en partie par ce biais-là. Il y a un autre aspect, c'est ceux qui, je vais prendre l'exemple du Sénégal que je connais un peu, on en a beaucoup parlé il y a de ça quelques années, il y avait ces fameuses pirogues qui partaient du Sénégal avec des jeunes qui embarquaient pour des voyages suicides puisqu'ils avaient de très grandes chances de mourir noyés. Mais il y a la même chose aussi pour la drogue. Il y a beaucoup de jeunes qui sont passeurs de drogue ou qui vont partir en France ou en Italie et qui vont être dans la drogue, que ce soit cocaïne, héroïne ou autre. Mais là, la redistribution, c'est plus envoyer de l'argent à la famille qui est à Pikine, grand quartier populaire de Dakar, et qui attend parce qu'il y a des petits frères, parce qu'il y a la maman ou le papa qui n'ont pas de moyens ou qui ont des tout petits métiers. Et donc le fils ou le fils qui va partir en Italie ou autre et qui va faire du petit trafic, il va renvoyer de l'argent à la famille. Et l'argent, la famille, elle ne cherche pas vraiment à savoir d'où ça vient, parce que c'est compliqué et que voilà, l'argent il arrive par Western Union ou par un autre moyen et c'est voilà comment on peut se faire à mon sens la redistribution des exemples que j'ai pu observer. Ah oui, les narco-États, pardon. Alors c'est une vraie question du narco-État et là l'économiste que j'ai à côté de moi doit se poser la question aussi souvent, c'est que qu'est-ce qu'un narco-État? Est-ce que c'est un État qui est entièrement sous le contrôle de trafiquants ou est-ce que c'est un État dont une partie est disons, irrigué par l'argent de la drogue. On s'est posé la question pour la Guinée-Bissau, qui est donc un petit État qui est frontalier du Sénégal, qui est coincé en fait entre le Sénégal et la Guinée-Conakry, un État dont on a beaucoup parlé pour ceux qui ont un petit peu suivi dans les questions de trafic de drogue en Afrique, on en a parlé comme un narco-État. Parce qu'en fait, l'armée et jusqu'à le plus haut sommet de l'armée est complètement impliqué dans le trafic de cocaïne, qui arrive donc en quantité assez importante et qui est en partie redistribué vers l'extérieur par cette armée, ou en tout cas cette armée où ces dignitaires touchent de l'argent pour pouvoir la laisser transiter. Et effectivement, là, on peut presque parler de narco-État, puisque l'armée est extrêmement liée à la classe politique. Il y a des passerelles permanentes, et donc on peut se poser la question de savoir si la Guinée-Bissau est un narco-État. Maintenant, pour ce qui est des autres pays africains, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Je pense que la drogue est importante, mais on ne peut pas encore parler de narco-État. On peut peut-être parler de narco-État pour l'Afghanistan, parce que c'est un des pays au monde où la drogue contribue le plus au PIB et au PNB. Alors j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est dans les 15 à 20% du PIB de l'Afghanistan qui est représenté par l'argent de la drogue, alors que c'est beaucoup moins important en Colombie, contrairement à ce que certains pensent, ou même au Mexique, où la drogue est extrêmement importante, mais représente beaucoup moins en poids dans l'économie, tout simplement parce que le Mexique et la Colombie sont quand même des puissances économiques importantes. Le Mexique est une grande puissance économique et donc a d'autres sources de revenus, y compris pour la Colombie. Tu me contredis pas, peut-être, non? Encore une question, si vous voulez. Oui, c'est une question pour Christophe. Ma question, c'est qu'est-ce qui fait qu'un pays producteur ou un pays de transit devient un pays où on consomme? C'est-à-dire la question de l'Afrique, c'est des pays qui avaient un certain nombre de malheurs, mais qui, pour le coup, n'étaient pas des consommateurs. Et maintenant, quand on voit ce qui est en train de se passer en termes de consommation, enfin, moi, je connais un petit peu autrement la Birmanie, qui est un pays de production et qui est devenu, où j'ai travaillé, et qui est devenu une explosion de la consommation, etc. Et qu'est-ce qui fait, sur le plan, alors je sais pas, géopolitique, économique, un pays de production, un pays de transit devient un pays de consommation? En une minute. Disons que moi, je ne suis pas expert sur cette question-là, mais ce que disent les experts, c'est que quand la drogue transite quelque part, il y a toujours une quantité résiduelle au départ qui est consommée. Après ça peut être soit sous la forme, pour la coke par exemple, de cocaïne, mais ça peut être le crack. Et donc petit à petit, il y a effectivement une consommation. Et puis il y a aussi l'opportunisme. Je pense pour l'Amérique latine par exemple, on voit de plus en plus maintenant des pays comme le Brésil qui deviennent des pays très forts consommateurs
de cocaïne ou bien de dérivés de la cocaïne, que ce soit le crack ou certaines pâtes de cocaïne. Je pense pour d'autres pays, je crois que l'Uruguay aussi est concerné par cela. C'est qu'aussi il y a un opportunisme des trafiquants qui vont se dire, tiens, ben voilà, il y a un moyen de aussi monétiser cette drogue qui passe par là, soit en la vendant telle qu'elle, soit en vendant des dérivés. Et c'est aussi le cas du crack, hein, qui s'est développé dans les années 80 et qui a permis d'accélérer aussi, d'augmenter les ventes, mais sous une autre forme et plus accessible pour le public, quoi. Une dernière question. Oui, je voudrais poser une question aux intervenants sur ce qu'ils pensent qu'on connaît de cette économie. En faisant simplement un petit rappel, il y a à peu près 10 ans, l'Assemblée générale des Nations unies s'est donné ni plus ni moins comme programme en 10 ans de mettre fin au trafic de stupéfiants. On se donne 10 ans, et dans 10 ans, il n'y aura plus de trafic de stupéfiants. Genre, on se demande qui est fou dans cette histoire. Et puis, il y a 2 ans, ils ont demandé un rapport que les spécialistes sans doute connaissent à l'équipe du professeur Reuter, qui sont les meilleurs économistes américains. Bon. Et il faut connaître quand même, enfin, parmi les meilleurs. Le rapport est très simple. L'économie des stupéfiants, en ce qui concerne l'héroïne et la cocaïne, les chiffres qu'on connaît varient de 1 à 8. En ce qui concerne l'économie des drogues de synthèse, on ne vous donnera aucun chiffre, même de 1 à 10 ou 1 à 20. On ignore totalement la masse de l'argent que ça représente. Sur le H, c'est un peu mieux parce que ça doit être 1 à 4 ou 5, ce qu'on connaît. Quand vous interrogez, quand vous faites le tour un peu des colloques, parce que moi je m'occupe de ça, enfin je ne veux pas me présenter, mais depuis une vingtaine d'années, depuis l'Observatoire géopolitique des drogues. Quand vous faites un peu le tour, sur le H, vous entendez des chiffres qui varient de 1 à 2. Il y a des gens qui vous disent que c'est 800 millions d'euros, mais on entend des policiers qui disent que c'est 1,5 milliard. Donc ça varie de 1 à 2. Vous voyez, donc on est quand même en face, je ne sais pas ce qu'en pensent les intervenants. Et alors, dans cette masse d'argent dont on ne connaît pas le total, Reuter dit on peut estimer comme ça à la louche qu'entre 12 ou 15% de cet argent arrive dans les mains des plus grandes mafias. Le reste, on ne sait pas. On ne sait pas. On sait que celui qui est trafiquant de base, tout à fait, le petit revendeur, il touche peu. Et puis ensuite, voilà. Donc, ma question aux intervenants après ces observations, c'est qu'est-ce qu'ils pensent des moyens qu'on a de connaître ce phénomène ? Qui veut répondre ? Non, vous avez raison. On fonctionne sur des. Enfin, on connaît rien. Bon, pour le dire autrement, on connaît pas grand-chose. Voilà. Mais je le mets aussi en parallèle de la finance internationale un peu occulte, du trafic de diamants, du trafic de pétrole, de l'évasion fiscale. Non, mais c'est aussi pour dire, ouais, on connaît pas grand-chose à l'économie de la drogue, mais autre phénomène. Enfin. Là, je vous montre des estimations de salaire, pour le dire comme ça. Mais qui a connaissance des salaires pratiqués dans la vie réelle pour des boulots réels ? Je suis économiste, je suis incapable de vous dire combien gagne un chauffeur de bus à la RATP en fin de carrière. Non, mais c'est vrai. Enfin, du coup, j'ai l'impression que des fois, j'ai l'impression. Alors, c'est une déformation professionnelle, mais des fois j'ai l'impression qu'on en connaît plus sur l'économie du cannabis en France que l'économie du chou-fleur. Enfin, parce qu'on ne sait pas qui y bosse, quelles sont la rentabilité. Enfin, j'exagère, mais allez voir des syndicats agricoles, dites-leur je veux des chiffres précis sur votre filière, vous n'allez pas les avoir. Hein. Enfin, c'est compliqué, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Ensuite, l'équipe de Reuter. Peter Reuter est assez honnête. L'équipe du RAND, quelquefois, est un peu orientée. Il fonctionne sur fonds privés, ce qui pose quand même quelques difficultés. Rosalie Pakula et John Colkins sont un peu orientés vis-à-vis des drogues. Donc, leurs travaux sont super, mais je les lis toujours en me disant bien que Rosalie Pakula est une mère de famille anti-drogue et John Colkins, qui est peut-être le plus grand économiste des drogues effectivement dans le monde, est un drôle de bonhomme. Enfin bref.
Non, voilà, vous avez raison. Effectivement, on a des chiffres de 1 à 4, de 1 à 8, de 1 à 10, mais on essaye de faire avec, quoi. On essaye d'améliorer. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir une meilleure connaissance? Légaliser, peut-être, et encore, puisqu'en légalisant, je vous dis, même sur la vente de bagnoles, on n'en connaît pas beaucoup non plus. Donc, il faudrait peut-être légaliser ou expérimenter une légalisation dans un quartier, par exemple. The Wire, on parlait de l'expérimentation. Je pense qu'en expérimentant des choses, on aurait des résultats plutôt intéressants qui nous éclairaient sur le phénomène. Ouais. C'est intéressant que vous fassiez référence à l'Observatoire géopolitique des drogues, parce que c'est effectivement, pour nous, qui avons travaillé sur l'Afrique notamment, très intéressant. Des gens comme Michel Coutoussis. Juste une remarque rapide, c'est de toute façon forcément difficile. Si on prend l'Afrique, par exemple, on a mis beaucoup de temps à comprendre ce qui se passait sur la cocaïne, parce qu'il n'y avait quasiment pas de saisie sur le sol africain. Les saisies, en fait, elles se faisaient surtout. On a commencé à pouvoir calculer en voyant quelles étaient les saisies en provenance du continent. Mais je parle de l'Afrique comme d'autres régions du monde, encore une fois, parce qu'il ne faut pas penser qu'il n'y a que l'Afrique. Mais sur l'Afrique, c'était très difficile, on avait très peu de statistiques, et on en a toujours assez peu, finalement. Donc les chiffres, souvent, ils se font en fonction des saisies qui sont réalisées à l'extérieur. Très souvent, les saisies en haute mer, par exemple, ou les saisies importantes venant de tel ou tel pays par conteneur, ou bien les saisies sur passeurs. Donc effectivement, les chiffres, ils sont forcément très approximatifs et ils ne donnent qu'une vague idée. C'est très intéressant quand on voit que l'ONU-DC disait, il me semble que c'était en 2008, qu'il y avait à peu près 1000 tonnes de cocaïne qui avaient été produites. Mais si on regardait leurs chiffres des saisies, on arrivait à 700 tonnes. Ça veut dire que 700 tonnes sur les 1000 seraient saisies, qu'il ne resterait que 300 tonnes. J'ai du mal à le croire. Parce que quand on voit à quel point on trouve et on continue à trouver de la cocaïne aujourd'hui, on a du mal à penser que ce chiffre est exact. Ça donne une idée, quoi. Ce sont des fourchettes. Le problème, c'est que ces chiffres sont parfois utilisés et manipulés. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces échanges et vos présentations, ce débat, etc. Je crois qu'il y a encore beaucoup de questions qui sont posées. Ce serait, je pense, extrêmement intéressant qu'on puisse un jour refaire, comme il y en a eu une fois ou deux déjà, une conférence vraiment consacrée à la géopolitique des drogues et aux différents enjeux que cela implique. On a vu là l'ensemble des questions. L'atelier a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Merci en tout cas beaucoup de votre attention. Bravo encore une fois et à bientôt.